Scott Cawthon, né le 26 juillet 1971, est un développeur indépendant de jeux vidéo, infographiste et écrivain. Connu grâce à sa franchise Five Nights at Freddy's, Cawthon a aussi créé d'autres jeux et animations tels que Shipper and Son, The Desolate Hope et There Is No Button Pause. Et du coup, le truc c'est que là, je viens vraiment de vous lire la première ligne, clairement, de sa page Wikipédia. Hey, salut à tous et à toutes, c'est Gothut. Aujourd'hui, on se retrouve en théorie avec le premier Dev Crypted caractère numéro 1. Je vais maintenant, lors de cette introduction, vous expliquer le concept de cette émission théorique. C'est une émission théorique d'hiver, c'est comme un opus dit où vraiment on sait pas où tellement le mettre, c'est comme un spin-off si vous voulez, des crypted caractères. En gros, ce que je ferai, c'est que j'explique là, je viens vraiment purement et simplement de lire la première ligne Wikipédia sur Scott Cawthon. Eh bien, je vais vous lire en premier lieu, dans le chapitre 1, tout ce qu'on sait sur Scott Cawthon avec Wikipédia. Je pense que je n'aurai pas besoin de détailler tout le reste. Et oui, ça semblerait pas être théorique à ce niveau-là, mais ça le deviendra quand on regardera un ou deux points de vue, ce qui sera le cas ici, deux points de vue de Scott Cawthon dans sa propre série. Ce que je veux dire, c'est que depuis l'introduction de Hellpointed, avec même ce qu'on voit, le Scott qui fait un pouce avec ses lunettes, ça vient de Hellpointed, son introduction, où Scott Cawthon est du coup théoriquement canon. Jusqu'à ce que Scott Cawthon lui-même, du coup, avoue qu'il n'est pas canon, que nous ne sommes pas canon, que Freddy n'est pas canon, etc., etc. Mais que c'est plus une image d'un développeur indépendant qui peut avoir fait les jeux qu'on a bien aimés. Et donc, est-ce que c'est vraiment lui ou ça le représente? C'est ce qu'on va voir. Et attention, c'est là où sera le chapitre 3 et où ça pourrait un peu perturber certaines personnes. Non. Scott Cawthon ne se représente pas, finalement, dans le développeur indépendant lunatique de Fazio Entertainment. Vous allez voir quelle chose il représente le plus. Et là, pour le coup, ce n'est pas forcément un personnage. Allez, c'est parti. Donc oui, ce chapitre sera vraiment purement juste de la lecture de ce qu'il y a sur Wikipédia sur Scott Cawthon. Vraiment. Donc si vous voulez plus des côtés théorie, je sais pas si je vais mettre un timecode, mais plus regarder dans la description où là il y aura un timecode et vous pourrez déjà passer entre les chapitres. Voilà. Donc je préviens tout de suite. Je vais relire la première ligne, etc. Voilà. Donc vraiment, skippez si c'est pas le truc qui vous intéresse le plus, ce que je comprends puisque c'est voulu comme une émission théorique, mais il faut bien que je commence par des faits. Ce qui va être le seul fait d'enfant. Non, j'arrête. En tout cas, Scott Cawthon est donc né le 26 juillet 1971. Il est un développeur indépendant de jeux vidéo, infographiste et écrivain, connu grâce à la licence Five Nights at Freddy's. Cawthon a aussi créé d'autres jeux et animations tels que Shipper and Son, Lumber & Co., The Desolate Hope et There Is No Pause Button. Voilà, je m'étais trompé lors de l'introduction parce que je fais un travail très professionnel, vous le savez tous. En tout cas, il est né à Boston, il a 49 ans, il est américain, son domicile est à Salado, il a fait sa formation à Houston, The Art Institute of Houston. Son activité, il est concepteur de jeux, informaticien, scénariste, metteur en scène, animateur. Et tout cela, apparemment, depuis 2002. Son site web est scottcawthon, et scottgames.com. Il y a aussi fnafworld.com, mais voilà. L'œuvre principale, c'est Five Nights at Freddy's, qui a duré de 2014 à nos jours. Elle n'est toujours pas finie, malheureusement. Non, en tout cas, l'enfance n'est vraiment pas détaillée. Nous récupérons encore la date en sachant qu'il est né apparemment maintenant aux États-Unis, plus précisément à Houston, voilà, au Texas. Voilà, je savais. Sa carrière, du coup, le 19 mars 2007, Scott diffuse la première partie de son film religieux The Pilgrim Progress sur sa chaîne YouTube, produit par Hop Animation.
Après la sortie de The Pilgrim Progress, Coughton créa une adaptation du film en jeu et produit d'autres jeux, comme Sit and Service, Shipper and Son Lumber Co. et The Desolate Hope. Alors, The Desolate Hope est une suite à un autre opus qui est The Desolate Room, je crois, et que j'aurais vraiment bien aimé qu'on ait un troisième opus de cette saga, The Desolate Saga. J'aurais vraiment aimé. Mais bon, FNAF a marché. Allez, ensuite, certains d'entre eux ont été proposés sur la plateforme Steam Greenlight. Pour les plus jeunes, oui, je suis vraiment en train de me sentir vieux. Et ben en fait, Steam Greenlight, c'était là où on mettait des jeux, où on essayait de les proposer pour qu'ils soient sur Steam. Jusqu'à ce que Steam devienne ce que tout le monde appelle une poubelle. Parce que maintenant, en fait, tous les jeux sont plus ou moins acceptés sur Steam et tu payes juste les 80 € et ton jeu est sur Steam. Donc c'est pour ça que pour certaines personnes, il y a quelques années, avoir du hentai ou d'autres trucs comme ça sur Steam n'était pas possible, mais maintenant, bah voilà, on a Toki le Kill Literature. Hein quoi Marade. Non, je rigole. Ensuite, certains des jeux du coup qu'il avait mis là, et bien, certains ont réussi le test, comme The Desolate Top, et d'autres ont été vraiment très largement critiqués pour ses animations robotiques, rappelant des animatroniques, et rendant les personnages plus effrayants que mignons. Je tiens à rappeler que, par exemple, dans Shipper & Son, c'est le cas, mais je rappelle que cet homme a mangé sa femme. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Je ne dirai pas quel personnage l'a fait, mais vous le savez. Vous voyez que Scott a déjà un côté « Eh, c'est mignon, non ?» Voilà. En tout cas, je continue. Ensuite, Scott fut tout d'abord découragé par ses critiques, au point qu'il voulait arrêter sa carrière de développeur de jeux, mais l'idée lui est venue d'utiliser ce défaut d'animation comme une force, entamant ainsi le développement de Five Nights at Freddy's. Et ou peut-être, on ne sait pas, il a été inspiré par Chuck E. Cheese. Nous n'en savons rien. Donc vous voyez, c'est vraiment avec ses critiques, selon Wikipédia. Le 24 juillet 2014, Coughton proposa Five Nights at Freddy's sur IndieDB, où il obtiendra les faveurs des joueurs. Il le proposa ensuite sur Desura, qui n'existe plus, le 13 août 2014. Et il fut accepté sur Steam via le service de Steam Greenlight le 16 août 2014. Après la sortie de la suite Five Nights at Freddy's 2, Coughton retira toutes les informations de son site pour laisser uniquement le mot offline, hors ligne en français. Le site deviendra ensuite un teaser de Five Nights at Freddy's 3, avec de nombreux messages cachés dans les images postées. Le jeu sera publié sur Steam le 2 mars 2015. En juillet 2015, Coughton sort le quatrième opus de la franchise Five Nights at Freddy's 4. Le 15 septembre 2015, Coughton annonce le développement d'un nouveau jeu RPG nommé FNAF World. Le jeu ne se situe pas dans la lignée de ses prédécesseurs et n'est pas un jeu d'horreur non plus. Il sort le 21 janvier 2016. Mais quand 4 jours après sa sortie, Coughton retire le jeu de Steam et des autres plateformes, disant ne pas être satisfait du résultat et remboursa intégralement les acheteurs. Il est ressorti gratuitement sur GameJolt le 8 février de la même année. Le 21 mai 2016, Coughton met en ligne le trailer de Five Nights at Freddy's Sister Location sur YouTube. Le 7 octobre 2016, le jeu sort et est récompensé très rapidement par des notes positives. Ensuite, le 29 octobre 2017, Coughton change encore son site Scott Games en une image avec un style rétro annonçant un nouvel opus de la franchise FNAF. Le 4 décembre 2017, le jeu sort sous le nom de Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, de son vrai nom Five Nights at Freddy's 6, finissant la franchise FNAF, du moins finissant la série principale de jeux réalisés uniquement par Scott Coughton. Le 16 février 2018, Scott annonce 2 suggestions sur la page de Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Ces suggestions sont étant des nouveaux modes de jeu prévus pour une mise à jour une mise à jour de Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Cependant, seulement la suggestion la plus populaire parmi les deux sera actuellement implémentée. L'un était un Pizzeria Tycoon, ou un Tycoon tout simplement sans fin, tandis que l'autre était le retour d'un ancien mode de jeu nommé Custom Night, mieux customisé en français, constituant à modifier le niveau de difficulté des animatroniques à volonté. Après le vote des fans,
la nuit customisée remporte la victoire. Scott Games affiche énormément d'images de la mise à jour peu après. Scott annonce quelques temps après ce qui était précédemment une mise à jour de FFPS allant être un jeu à part entière, nommé Ultimate Custom Night. Le jeu n'est pas considéré comme un nouvel opus de la série, mais simplement comme un jeu à part, qui est, selon Scott lui-même, le mash-up ultime de FNAF. Proposant de 50 animatroniques modifiables dans le sens où le joueur peut passer leur niveau de difficulté de 0 à 0, 0 les rendant pour la plupart totalement inactifs et les 20 les rendant à très agressifs, ainsi que 7 autres personnages non modifiables. Le jeu sorti le 27 juin 2018. Il est actuellement le jeu le plus voté de Scott sur Steam. Il a aussi du coup fait des films, Bird Village en 2003, A Munchenale Tale en 2003, Return to Munchenale en 2003 et The Pilgrim Progress en 2008. Il est aussi du coup un énorme développeur avec deux faces qu'on ne sait pas en quelle année il l'a fait. The Misadventure of Siegfried the Dark Elf en 2003, Bogart en 2003, Bogart 2 en 2003, Elf Mage RPG Max 2 and Clipart 3D Coaster en 2003, Stellar Gun en 2003, Ships and Cow en 2003, Moon Robots en 2003, Legacy of Flame 2003, Legacy on Flame 2003, Legacy on Flame 3 en 2003. Et encore une fois, oui, vous voyez à quel point on dit que Scott a sorti énormément d'opus FNAF en très peu de temps. Par exemple, les 4 premiers opus en 11 mois. Vous voyez que là, c'est peut-être même plus. Hein. Flanville en 2004, Flanville 2 en 2005, Legacy of White Whale en 2005, Shop's Quest en 2005, Legacy of Flame 4, Flame Rising en 2007, The Desolate Room, celui dont je vous parlais, en 2007, Iflin Moon en 2008, The Pilgrim Progress en 2011, The Desolate Hope en 2012, Use Holy Waiter en 2013, Shipper and Stone Lumber Co. 2013, Couple 2013, Forever Quester 2013, Slumberfish en 2013, Golden Galaxy en 2013, Fighter Megabird en 2014, Fart Hotel en 2014, Pogoduck en 2014, Gamsa en 2014, 8-Bit RPG Creator en 2014, Shell Shater en 2014, Shuri Herdies en 2014, Sit and Service Survive en 2014, Kitty in the Cold en 2014, There is no pause button en 2014, Rush Kit en 2014. Et donc maintenant les opus FNAF, Five Nights at Freddy's en 2014, Five Nights at Freddy's 2 en 2014, Five Nights at Freddy's 3 en 2015, Five Nights at Freddy's 4 en 2015, FNAF World en 2016, Five Nights at Freddy's Sister Location en 2016, Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator en 2017, Ultimate Custom Night en 2018, Five Nights at Freddy's pas vraiment et pas forcément Hellpointed en 2019, Five Nights at Freddy's Air Special Delivery en 2019, Freddy in Space 2 en 2019, Five Nights at Freddy's Security Breach 10 pour 2020. Que ce soit avec le Covid back ou avec la gestion très bien de nos chers amis Steelwall. À voir si c'était vraiment tenu. Hein. Ensuite, les romans qu'il a fait. Five Nights at Freddy's The Silver Eyes 2015, Five Nights at Freddy's The Twisted Ones en 2017, Five Nights at Freddy's The Freddy Files en 2017, Five Nights at Freddy's Survival Logbook en 2017, Five Nights at Freddy's The False Closet en 2018, Five Nights at Freddy's The Freddy Files Update Edition en 2019, Five Nights at Freddy's Fright Into the Pit en 2019, Five Nights at Freddy's Fright 2 Fetch 2020, Five Nights at Freddy's Fright 3 1h35 du matin 2020, Five Nights at Freddy's Fright 4 Step Closer 2020, Five Nights at Freddy's Fright 5 2020. Alors, c'est des dates de ce qui était prévu, hein, parce que, encore une fois, avec le Covid back et les autres Fright qui arrivent, et avec The Graphic Novel, et avec les trucs confirmés, on n'est pas rendu, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on sait maintenant par rapport à la page Wikipédia, à part si on regarde les références ou les liens externes. Et ça, j'ai un peu la flemme de tout vous dire quand même, parce que ça serait quand même vachement long. Donc, maintenant, place au deuxième chapitre, qui va enfin plaire à certaines personnes.
Donc, voyons ce qu'il y a comme lien entre le Scott Cawthon et le développeur indépendant Lunatic, selon Phasor Entertainment, non, qui nous est introduit dans Five Nights at Freddy's, pas forcément vers Hellpointed, non, et du coup notre vrai développeur. Eh bien, ils ont tous deux développé des jeux qui seraient probablement les Five Nights at Freddy's, mais on nous détaille plus qu'il en aurait fait 5. Donc, on peut imaginer Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4, Sister Location. FNAF World est renié, donc voilà. Je suis en train de y repenser, mais du coup, Freddy Fazbear Pizzeria Simulator et Ultimate Custom Night aussi sont reniés. Donc bon, on fait faire... ça va être assez... Je vais pas débattre aujourd'hui sur ça, mais là, Freddy Fazbear Pizzeria Simulator et Ultimate Custom Night sont reniés. Ils sont pas dans la collection des jeux. D'ailleurs, dans les jeux de Hellpointed, on a... Attention, ce qu'on a, c'est que on a Five Nights at Freddy's 1, 2 et 3 qui sont complètement faits en VR. En VR ou pas, forcément, maintenant. On a FNAF 4 et Sister Location qui sont bien mélangés. Concept Theories 2. Et ensuite, Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, on a juste LP. Ultimate Custom Night, on a juste ses voice lines. Est-ce que ça vient du développement de Hellpointed qui était déjà imaginé avant la sortie de FFPS et pas Lucene comme on pouvait le penser? C'est compliqué, hein. Mais en tout cas, c'est ça qui pose souci, c'est que le développeur indépendant Lunatic, selon Phasor Entertainment qu'on nous présente dans Hellpointed, on sait pas quels sont les jeux qu'il a fait. Scott Cawthon, lui, j'ai déjà montré tous les jeux qu'il a fait. Et j'ai vu montrer tous les jeux FNAF qu'il a fait aussi. Donc, c'est compliqué à expliquer ce qu'on peut... C'est déjà, là, on voit que c'est assez compliqué. Ils se ressemblent. Ils peuvent avoir fait des jeux FNAF, chacun dans leur univers. Lui, dans l'univers de FNAF. Scott, dans le vrai univers. Je suis pas fictif, quand même. Non, je brise le quatrième mur. C'est ça? Non, je sais pas. Enfin bref, le truc c'est ça, c'est que là on ne sait pas les jeux qu'a fait le développeur indépendant Lunatic, là où Scott Cawthon on le sait, il peut en renier certains, tous FNAF World et apparemment maintenant Freddy Fazbear Pizzeria Simulator et Ultimate Custom Night. En plus quand tu vois que les deux ne sont pas dans Five Nights at Freddy's The Core Collection, donc est-ce que Scott était vraiment en train de renier ces opus là? De ce opus qui était en train de conclure la licence, parce qu'au final il la continue encore plus avec Hellpointed, et que ce soit jusqu'à une fin pas prématurée, prévue, on sait pas. Leur seul lien actuellement, qui est fiable, c'est qu'ils se ressemblent, mais comme Scott l'a dit lui-même, sur le Freddy, il a pris certes une image de lui, mais il a déjà pris des images d'autres choses qui lui étaient proches, comme son gamin pour The One You Should Not Have Killed, et pourtant c'est pas son gamin qui est mort. À moins qu'on considère quand même que ce soit le gamin du développeur indépendant Lunatic qui soit mort, et qui du coup lui a fait faire des jeux, et c'est possible, mais... Regardez ce bonhomme de neige. Non, je vais pas vous montrer, hein, mais il y a un bonhomme de neige, je crois, que Scott avait mis sur FNAF 4 parce qu'il l'avait pris en photo. C'est le même, oui, mais c'est avec un autre univers. Donc, ouais, cette théorie de dire que c'est lui, non, au final, oui, il représente Scott, que Scott le veuille ou non, mais attention, c'est pas tellement lui qui lui ressemble. Même actuellement avec quand Security Breach n'est pas sorti, parce que je ne sais pas s'il va détailler l'histoire du développeur indépendant Lunatic. Special Delivery non plus avec ses mises à jour à venir. Mais actuellement, leur parcours, on sait pas s'il est similaire du coup. Le développeur indépendant Lunatic est trop flou. Ça va être des trucs que je vais aborder dans mes prochaines concept theories comme d'hab, mais vraiment à un niveau bien plus fort. J'ai même l'impression que, comme j'ai tourné même avant ma concept theories 8, qui en dirait plus une vidéo essai, je me tourne vraiment plus vers sur des théories aux vidéos essais. Ce qui est cool, puisque je veux être philosophe, mais quand même. Enfin bref, le truc, c'est que là, le développeur Lunatic indépendant, de ce qu'on sait de Scott, on peut pas savoir s'ils sont vraiment ressemblants.
et vous allez voir que la chose avec laquelle il ressemble beaucoup plus, Scott, dont j'ai parlé dans le chapitre 3, c'est flagrant, et ben c'est parti. Oui, aussi, je tiens à préciser pour certaines personnes, déjà ça les choque avec Phasir Entertainment, mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Aussi, je tiens à préciser que je n'ai absolument pas détaillé avec ce qu'avait dit Scott, où il remerciait tout le monde après FNAF 4. Déjà parce qu'il a supprimé le message, et certes c'est là où il disait qu'il avait joué à Mega Man 2, ou le fait où il avait travaillé pour livrer des burgers, je crois, un truc comme ça. J'ai pas envie de retrouver la trace et c'est trop privé et ça appartient à Scott. Donc je respecte ça. Il a voulu supprimer le message. Alors, certes, il y a toujours la vidéo de Funky Fwin qui est restée, mais moi je n'en parlerai pas. Donc, préparez-vous pour du coup l'analyse entre les deux choses et vous allez voir que Phasir Entertainment, eux pour le coup, on a pas mal de trucs sur eux. Donc, au final, jeu par jeu, je vais le faire. Vous allez voir que bah y a un lien assez fort quand même au final. Donc préparez-vous. Et voilà pourquoi il n'y a pas cette partie-là de la vie de Scott. Voilà. Merci de votre compréhension et c'est parti. Alors pour FNAF 1, FNAF 1 nous montre que c'est que Phasir Entertainment est vraiment ruiné. Et ben qu'est-ce qu'on voit aussi là? Et ben à partir de FNAF 1, on voit Scott qui est lui aussi ruiné et fera du coup Five Nights at Freddy's par rapport aux critiques comme Phasir Entertainment qui avec leur faillite et tout ça vont essayer de se faire racheter et du coup Scott d'essayer de faire du renouveau et donc au final même s'ils ont cette faillite bah ça ne semble pas vraiment marcher mais au final on a FNAF 2 qui montre vraiment dans son plein essor Phasir Entertainment mais où ils ont un souci, une excuse à avoir, la morsure de 87 où du coup ensuite on a FNAF 3 où Phasir Entertainment n'existe plus. Au début dans cette idée là, au début ça n'existait plus. Avec la suite vous verrez qu'au final, si. Et ben le Phasir Fright c'est pour se moquer de ce qui s'est passé, tout réunir et tout brûler. C'est Scott qui finit sa licence. Mais avec FNAF 4, au final, il la continue et il raconte dessus, il va faire déjà le jumpscare, mais le cauchemar, pardon. Du coup, on peut faire qu'il soit comme le gamin, mais aussi comme Phasir Entertainment. Parce que au final, après FNAF 3, ce qu'on sait pas, c'est que Scott avait prévu des remakes sur console. Le commencement des rumeurs sur un film, c'est le moment de la gloire de Scott. Et que les produits dérivés commencent à arriver avec FNAF 4. Et c'est ce qu'on ne savait pas, mais par exemple, The Silver Eyes est prévu apparemment depuis fin FNAF 3, vu que l'histoire ne se passe pas avec ce qu'on voit dans FNAF 4. Hein, Michael Brooks, Golden Freddy et tout, bah je ne vois rien qui va avec ce qu'on voit dans FNAF 4. À la limite, Fredbear et Spring Bonnie, mais déjà avec justement FNAF 2 et FNAF 3, on pouvait très bien se l'imaginer. Enfin bref, l'idée, c'est que là, Phasir Entertainment sont hyper florissants dans FNAF 4, comme Scott, et que justement ça essaye de montrer de nouvelles facettes, puisque FNAF World, il n'y a pas Phasir Entertainment, mais il y a Scott. Scott s'est mis dans son jeu et tout. Ouais, c'est gros délire. Enfin, en tout cas après on a Sister Location, Scott qui veut faire du renouveau, là où il disait que c'était le chapitre final avec FNAF 4. Mais on voit quand même que ce renouveau, c'est le Afton Robotics, avec Sister Location. Mais au final, ce renouveau ne sera pas vraiment utile, et il voudra finir et faire plaisir aux fans, et donc ici, Henry voudra faire plaisir aux enfants, et du coup mettre le feu à Phasir Entertainment et tout arrêter. Et c'est là où on aura l'enfer, avec Lucène, mais du coup c'était un truc, un enfer de plaisir pour les enfants, parce que là ils sont vraiment en train de vraiment en faire ce qu'ils veulent sur leur tueur, si on ne pense pas à Mike Purgatoire bien sûr, c'est une théorie qui existe vraiment, j'en ai déjà parlé dans mon décryptage caractère numéro 1 sur Michael Afton, qui peut être Michael Emily bien sûr, mais je vais pas partir si loin non plus, on se calme. Enfin, en tout cas,
après ça, bah, c'est le jeu où Scott voulait faire aussi le plus plaisir aux fans en leur demandant ce qu'ils voulaient. Et du coup, là, c'est aussi ce que voulaient les enfants morts, c'était se venger de leur tueur, qu'ils font grâce à Golden Freddy. Mais il n'y a pas Phasir Entertainment tellement non plus. On peut imaginer que c'est Phasir Entertainment qui ont fait ce jeu indépendant par le jeu indépendant, le développeur indépendant Lunatic, excusez-moi, qui justement ont fait que ce soit comme un enfer pour le tueur. Et donc là, que ce soit le choix de Scott ou de l'entreprise. Et c'est là où ça devient encore plus intriguant. Dans Hellpointed, le jeu est un jeu dans les jeux, les autres jeux sont peut-être des jeux dans les jeux également. Ils sont tous faits, édités par Scott. Et donc ici, ils sont probablement tous édités par Phasir Entertainment. Surtout le jeu VR où c'est prouvé, mais il n'est pas ils sont une Phasir Entertainment comme Scott Compton à partir de Hellpointed ne sont plus ne sont pas les développeurs, ils sont que les éditeurs. Scott n'a pas développé Hellpointed. Selon certaines personnes, si c'est le cas, il a tout fait dans la licence, mais faut pas exagérer, je vous confirme que c'est Stillwell Studio qui l'ont fait, et c'est là où ça devient intéressant. Scott a édité Hellpointed, en demandant à une compagnie développeuse, c'est-à-dire Stillwell Studio, de faire Hellpointed, et dans FNAF, c'est Phasir Entertainment qui ont demandé à un développeur indépendant Lunatic de faire les autres jeux, et du coup ont été les éditeurs, comme Scott était, et en plus avec les remakes, c'est Scott qui a édité, les remakes, les remasters, c'est Scott qui les a édités, mais c'est Click Team qui les a plus ou moins développés pour les porter, etc. Et donc là, encore une fois, je finis enfin sur ça. Stillwell Studio est le Parasol Game de Hellpointed. Parasol Games est la compagnie qui a développé the Freddy Fazbear Virtual Experience. Et oui, donc c'est à ce niveau-là, Scott est représenté bien plus par Phasir Entertainment à tout point de vue, même avec ce que j'ai montré, leur jeu passé, du coup là, le passé un peu qui n'assume pas, comme moi je vais faire au final avec mes vidéos sur le prochain univers, hein. Je voulais tout vous montrer, mais bon, enfin bref, le truc c'est ça, Scott est bien plus représenté par Phasir Entertainment que le développeur indépendant Lunatic. Scott est beaucoup plus une sorte d'entreprise qui édite des jeux, ou qui avec des soucis dans le passé, que le développeur indépendant Lunatic. Ça montre une chose que Scott renie énormément. Five Nights at Freddy's est une marque multimédia, une marque qui continue à être extrêmement florissante. Que Scott le fasse vraiment pour les fans, maître du canon et tout, ça reste que c'est quelque chose de très capitaliste, faut le reconnaître. Scott est une entreprise à lui tout seul. Scott Games, c'est son entreprise qui est éditrice des jeux qui suivent. Scott peut faire Freddy in Space 2 et Freddy in Space 3 ou que sais-je, chaque année un opus ou comme il veut, hein, je m'en fous. Ça reste que Scott est plus une entreprise qu'autre chose maintenant. Et il représente Phasir Entertainment. Il n'est plus le développeur indépendant Lunatic qu'il était à FNAF 1. Donc, à vous de réfléchir si vous voulez le renier ou pas. Maintenant, place à la conclusion. Oui, on pourrait me dire que Phasir Entertainment n'a pas fait de livre. Allez, c'est parti pour la conclusion. Alors, pour conclure, Scott est définitivement Phasir Entertainment. Et du coup, comme je viens juste avant de le dire, parce que encore une fois, j'oublie toujours de commencer pour conclure avec les conclusions. Même à l'écrit. Même en cours. Je suis con, putain! Eh ben, on remarque qu'on peut me sortir que Phasir Entertainment n'ont jamais fait de bouquin. Le Survival Logbook, on en reparle, le fait que c'était censé être montré comme un livre in-lore. Et d'après ce qu'on voit, c'est fait par Phasir Entertainment. Et, encore une fois, on ne sait pas s'ils ont fait d'autres livres, hein. C'est totalement possible. C'est peut-être eux qui ont pu avoir fait les Freddy Five. Bon, je pars très loin, mais vous voyez ce que je veux dire. Scott n'a rien qui ne prouve pas qu'il est plus Phasir Entertainment que le développeur indépendant Lunatic. Et c'est là où ça devient triste, c'est que Scott ne l'assume pas. Je comprends
Mais en fait, il utilise le concept d'indépendance de sa propre licence pour forcer l'indépendance. Je veux dire, Stillwell Studio est une entreprise indépendante et Illumix est une start-up. C'est bien beau, ok, mais là t'es en train de payer, tu es en train de faire des virements, c'est avec Lionsgate et tout. C'est un virement avec parce que tu es riche, Scott, et que tu es peut-être là pour faire plaisir à tes fans. Tu peux te dire que tu as pris toutes les entreprises les plus indépendantes que tu pouvais connaître pour te permettre de faire les jeux que tu voulais pour tes fans. Ok, il peut nous avoir fait le plus plaisir qui soit. Moi, je suis assez content que FNAF continue, à part au niveau du lore parfois. Mais en fait, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est un beau bordel et tout. J'aime bien les paradoxes, donc ça me va. Mais c'est ça. Je veux que Scott l'assume. Le truc aussi à savoir, c'est que Scott Town, non, Scott Cawthon, en fait, il y a, que ce soit dans l'or ou pas, il assume pas vraiment certaines choses. Et en plus, actuellement, avec ce qui se passe avec Security Breach, comme j'ai pu le démontrer, en fait, il y a peut-être des crunchs. Tous les trucs qui ne sont vraiment pas dits comme indé, bah en fait Scott les a fait. Tout, non, probablement que L.Ted a été crunch, a eu un crunch. On sait pas, hein, mais c'est totalement possible. Scott est leur Yoda, bien sûr, mais le truc c'est que il faut le reconnaître. C'est que Scott n'assume plus son indépendance. Il essaye de faire des jeux avec des entreprises indépendantes. Il essaye de refaire des jeux indépendants. Freddy in Space 2 en est la preuve. Mais il faut reconnaître là où on est plus une entreprise qu'un indé. C'est ça la chose. C'est qu'est-ce qu'une entreprise ou qu'est-ce qu'un indépendant. Est-ce qu'on peut considérer quelqu'un qui est un indépendant quand il gère et de manière comme un PDG des entreprises? Non. Est-ce qu'on peut considérer que Scott est un indé? Ça, c'est un tout autre débat. Je n'ai pas envie de le faire en dumb debate parce que ce n'est pas un débat idiot. Mais sachez juste une chose. Scott était un indé. Il est maintenant un PDG de son énorme entreprise. Je voudrais pas qu'il fasse comme George Lucas de la revente à Disney ou qu'il devienne dépressif comme Notch. Je suis très content qu'il soit très content de ce qui lui arrive. Mais il faut juste qu'il l'accepte. Et le pire dans tout ça, c'est que ce que je viens de vous dire, c'est pour certaines personnes que théorique. Pour certaines personnes, Scott Cawthon a tout fait. Scott est l'indé qui a fait toute sa licence. Les noms ailleurs, c'est juste des gens qui l'ont conseillé. Donc, remettez juste en question si Scott Cawthon est vraiment un développeur indépendant. Lunatic, ça, je vous le retirerai jamais. Et j'adore son histoire. Allez, bye bye tout le monde.